empiecen a ingresar. Bien, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar acá puntuales. Vamos a dar inicio a este evento con el invitado internacional, Laurent Micheli. Muchas gracias a él por estar acá, por aceptar esta invitación, una invitación además que lo hace ad honorem, puesto que no hay aquí ningún contrato. También muchísimas gracias a los colegas del Departamento de Sociología, colegas de diferentes facultades de Medellín y de Colombia. Esperamos también quizás personas de otros países, probablemente de Chile, de Estados Unidos. Gracias al Departamento de Sociología por el apoyo para la traducción simultánea de este evento cuando el profesor Micheli va a hablar. Y gracias a la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Muy bien. Ahora, pues damos inicio. Yo voy a leer un pequeño texto que preparé a manera de introducción para este evento, titulado Invisibilización y censura de las voces disidentes durante la pandemia. Hacia finales de 2019, los medios de comunicación nos comenzaron a hablar sobre el brote de un nuevo coronavirus en Wuhan, China. Luego de unas semanas, las noticias a propósito de la peligrosidad del virus se hacen más frecuentes y dramáticas. Se trataría de un virus mortal que se difunde y puede poner en riesgo la salud pública. En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara que estamos en una pandemia de SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. Aunque tradicional y comúnmente la palabra pandemia se refiere a una epidemia que arrasa con toda o prácticamente toda una población, la OMS recientemente cambió ese significado y ahora la usa para designar la presencia de una nueva enfermedad en varios continentes, independientemente del número de muertes que cause. No obstante, la palabra pandemia, que ahora oímos a diario, todavía transmite su sentido convencional que evoca la muerte generalizada. Basados en suposiciones matemáticas sobre el aumento de casos y con el objetivo de evitar una mortandad extraordinaria, casi todos los gobiernos del mundo instauraron el confinamiento preventivo y obligatorio de la población en general, medida que en principio duraría solo unas semanas. Prácticamente todos los medios de comunicación, incluyendo las llamadas redes sociales, presentaban impresionantes imágenes. Hangares llenos de ataúdes, médicos y enfermeras desesperados por la sobrecarga de trabajo, operarios en trajes especiales desinfectando las calles, etc. Estas imágenes acompañaban las cifras de fallecimientos y su representación gráfica. Se nos informaba que, según la comunidad científica, entre comillas, y las autoridades sanitarias, no había tratamientos viables para la enfermedad. Para evitar el incremento exponencial de los muertos, para evitar nuestra propia muerte o la de nuestros seres queridos, solo podíamos tratar de evitar los contagios siguiendo los protocolos de bioseguridad, quedarnos en casa, por supuesto, y esperar a que se desarrollara una vacuna. Las anteriores afirmaciones constituyen lo que llamaremos la narrativa oficial, reproducida tanto por los medios de comunicación dominantes como por los gobiernos locales, nacionales y supranacionales. Sin embargo, unos pocos gobiernos no siguieron estas políticas. Tal es el caso del gobierno de Suecia y de algunos estados en Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, miles de personas de diferentes nacionalidades, que llamaremos escépticos, han difundido con intensidad mensajes que cuestionan dicha narrativa,
expresando dudas respecto a las cifras y los estudios que aparecían en los medios de comunicación, minimizando la gravedad de la pandemia y relativizando la necesidad imperiosa de las medidas. Los escépticos son claramente una minoría respecto a la población general y tienen poca capacidad de hacer que sus contenidos sean conocidos por el público en general. Sus mensajes se han difundido de voz a voz en sitios de internet alternativos y marginales o en sus propias redes sociales, aunque miles de sus publicaciones han sido censuradas por las grandes compañías de comunicación, Twitter, Facebook, YouTube, por considerarlas como, comillas, desinformación o fake news. Por demás, en medios y en redes, los escépticos son llamados ignorantes, anticiencia, terraplanistas que aún creen que la Tierra es plana, desinformados, difusores de mentiras, negacionistas, irresponsables, creyentes en teorías de la conspiración o conspiranoicos, neologismo que asocia las palabras conspiracionistas y paranoicos. Ellos serían incluso un peligro para la salud pública. Más allá de lo anterior, hay muy pocos estudios en realidad sobre la acción de estos sujetos. Una de las pocas investigaciones al respecto concluye que estas personas se caracterizarían por atribuir un valor muy alto a la libertad, defender los derechos individuales, cuestionar a quienes ostentan posiciones de poder y mostrar poca deferencia respecto a las autoridades gubernamentales. Otra investigación realizada por un equipo de la prestigiosa MIT en Estados Unidos, donde se analizan cientos de miles de mensajes publicados por estos escépticos, muestran que muchos de ellos cuestionan la narrativa oficial recurriendo a estudios y razonamientos científicos. No se trataría entonces de personas desinformadas que ignoran la ciencia, sino que, por el contrario, recurren al método científico de manera independiente e incisiva para analizar críticamente la información presentada por los gobiernos y los medios de comunicación dominantes. Esto los lleva también a desconfiar de las autoridades sanitarias. Si bien el fenómeno que nos atañe acá está ligado a una política sanitaria, ello no debería impedir la participación investigativa de las ciencias sociales. Durkheim, por ejemplo, ya había analizado el papel que desempeña la ciencia como legitimadora de las políticas modernas. Foucault, por su parte, estudió a fondo la relación entre las relaciones de poder y la construcción social de verdades científicas. Este último autor, junto a Ulrich Beck o Bruno Latour, nos muestran claramente que son frecuentes y profundas las disputas por la legitimidad científica de las decisiones gubernamentales. Sería un error suponer, como se ha hecho durante esta pandemia, que quienes cuestionan la validez científica de la narrativa oficial simplemente son anticiencia y que las autoridades gubernamentales ahora se están basando únicamente en la ciencia. Al contrario de lo que se hace creer actualmente, esa ciencia, la verdadera ciencia, se fundamenta en principios como la autocrítica, la duda sistemática y el escepticismo frente a toda afirmación o explicación, incluso y sobre todo si provienen de la propia comunidad científica. Debe existir, al decir de Ulrich Beck, una pluralización de la oferta científica, así como una reflexión crítica sobre sus métodos. La ciencia no es esa comunidad científica de la que nos hablan y que se evoca constantemente ahora en los noticieros, unificada y siempre de acuerdo. Tampoco es una institución como el Instituto Nacional de Salud, el Colegio de Médicos o la OMS, que posee la verdad y monopoliza el discurso sobre la realidad. La ciencia no es un conjunto de verdades absolutas, eternas e incuestionables. Si no podemos dudar de una afirmación, entonces estamos frente a un dogma, algo más propio del pensamiento religioso.
La ciencia es un proceso en permanente construcción gracias a la pluralidad de puntos de vista. La ciencia debe permanecer abierta al debate, a la crítica, al disenso. Sin libertad de expresión no hay ciencia. Los escépticos a los que nos referimos acá se apoyan en una serie de médicos, investigadores y científicos que se han atrevido a cuestionar la narrativa oficial, y ello a pesar de la censura, los ataques y las difamaciones. Algunos de ellos y ellas son, por ejemplo, y algunos nada más, John Ioannidis, profesor e investigador de medicina, epidemiología, salud poblacional y estadística biomédica del Departamento de Medicina de la Universidad de Stanford, uno de los epidemiólogos más reconocidos en el mundo académico. Robert Malone, médico, virólogo e inmunólogo. Ha trabajado por décadas en el desarrollo de las vacunas. Contribuyó a inventar la terapia génica con ARN mensajero, actualmente utilizada en algunas de las vacunas contra la COVID-19. Martin Kulldorff, epidemiólogo y bioestadístico especializado en enfermedades infecciosas, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Sunetra Gupta, epidemióloga especialista en enfermedades infecciosas, profesora e investigadora de la Universidad de Oxford. Gert van den Bosch, doctor en virología, con décadas de experiencia en el desarrollo de vacunas, colaboró con la OMS y trabajó con la Fundación Bill y Melinda Gates y la Alianza Gavi en Ginebra, donde fue director del programa para combatir la ébola. Pablo Goldschmidt, farmacólogo y bioquímico de la Universidad de Buenos Aires, doctor en farmacología molecular. Ha trabajado para la OMS y es miembro activo de comisiones de controles microbiológicos en Francia. Sucharit Bhakdi, médico, profesor de microbiología, fue investigador postdoctoral en el Instituto Max Planck de Alemania, uno de los establecimientos científicos más prestigiosos del mundo. Autor de más de 100 artículos sobre inmunología y virología y ganador de varios premios científicos. Karina Acevedo, doctora por la Universidad de Cambridge con una tesis en inmunogenética y postdoctorado en el Departamento de Epidemiología. Profesora e investigadora de la Universidad de Querétaro, en México. Scott Atlas, médico, profesor e investigador en la Universidad de Stanford. Asesor de las políticas de salud pública, en parte también constituyó el grupo creado por el gobierno estadounidense para manejar la crisis de COVID-19. Michael Yeadon, virólogo, exdirector de investigación de la compañía Pfizer. Didier Raoult, director del Instituto Hospitalo-Universitario de Marsella, microbiólogo, profesor de medicina y uno de los investigadores de habla francesa más reconocidos sobre epidemiología y enfermedades infecciosas. Hizo parte del Comité Científico de Asesoría al Gobierno francés para manejar la crisis de COVID-19. Laurent Michieli, nuestro conferencista invitado, ha investigado sobre la persecución en contra de Didier Raoult, este último que mencioné, lo cual está publicado en la revista Journal of Sociology, una de las mejores clasificadas del mundo en esta materia. Todos estos científicos que he mencionado acá, y muchos más, plantean críticas a la narrativa oficial, pero son muy desconocidos por parte del público en general. Entre los principales puntos que argumentan podemos enunciar rápidamente los siguientes. Una letalidad del virus muy inferior a lo anunciado por la OMS y los medios de comunicación. Un alto porcentaje de falsos positivos, es decir, hospitalizaciones o muertes que en realidad no fueron causadas por la COVID-19. Protocolos terapéuticos y de salud pública equivocados que causaron muertes innecesarias. Existencia de medicamentos útiles y seguros que se podrían haber utilizado, pero que las autoridades sanitarias prohibieron, desaconsejaron o simplemente nunca recomendaron. Instauración de confinamientos obligatorios y generalizados que causaron más daño que beneficio. Recomendación errada de vacunar ciertos grupos poblacionales. Ocultamiento de los efectos adversos de las vacunas y falta de investigación sobre los mismos.
Estos análisis científicos no aparecen en los noticieros y, en cambio, algunos medios, principalmente en Internet, caricaturizan a sus autores, caracterizándolos como difusores de desinformación, científicos marginales, afiliados a la extrema derecha, o que por alguna misteriosa razón y a pesar de sus brillantes carreras que habrán visto ustedes, ahora comenzaron a delirar y a creer en teorías de la conspiración. Aparentemente, no valdría la pena tener en cuenta sus investigaciones actuales sobre el coronavirus y deben ser excluidos de cualquier debate público sobre el tema. De esto nos va a hablar entonces el doctor Micheli, quien también ha sido fuertemente atacado por los medios de comunicación dominantes y cuya biografía, por citar solo una anécdota, en Wikipedia, ha sido objeto de varias modificaciones recientes en su contra, probablemente porque él ha denunciado esta situación de censura que va en contra de la ciencia y de la democracia. Laurent Micheli es director de investigaciones en el Centro CNRS de Francia e integrante del Centro Mediterráneo de Sociología, Ciencia Política e Historia de la Universidad de Marsella. Entre sus temas de investigación se destacan la historia y la epistemología de las ciencias sociales, las formas de represión y de control social, las estrategias de los medios de comunicación, la manipulación de las estadísticas y, desde 2020, la gestión político-sanitaria de la crisis de COVID-19. Monsieur Micheli, vous avez la parole. Ahora vamos a pasar entonces las personas que no comprendan en francés van a poder elegir abajo en sus, pues en Zoom, van a poder elegir el canal para poder escuchar la traducción en francés porque él se va a expresar, la traducción en español, perdón, porque él se va a expresar en francés. Si hay algún problema, por favor me lo señala. Entonces, Monsieur Micheli, allez-y, et merci encore d'être là. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Je m'excuse, je pourrais le dire en espagnol, hein, je vais essayer, mais c'est juste le début. Buenos días a todos. Pido disculpas por no hablar bien el español. No es suficiente para dar toda una conferencia, ¿no? Por desgracia, pero espero mejorar en los próximos años. Gracias por su indulgencia. Por último, agradezco a su profesor Juan Paul Sarrazin por me haya invitado hoy. Maintenant, je vais passer au français. Je suis chercheur au CNRS, donc c'est le Centre national de la recherche scientifique en France. C'est un organisme public, hein, je suis donc un fonctionnaire d'État. Ça a une conséquence immédiate pour moi, qui est l'adhésion pleine et entière au principe numéro 1 de l'éthique de la recherche scientifique, qui est le désintéressement. Ça veut dire la recherche de la vérité pour la vérité et pas pour d'autres raisons. Ça veut dire concrètement que je n'ai aucun type de lien d'intérêt avec aucune puissance, qu'elle soit économique, politique ou autre. Je n'ai aucun enjeu personnel, familial, amical ou que sais-je dans cette histoire. Pour résumer en un seul mot, je n'ai rien à gagner à dire ce que je dis. Et comme votre professeur l'a rappelé dans son introduction, j'ai même plutôt des choses à perdre parce que j'ai été beaucoup attaqué dans le débat public. Bon, ça c'est la première chose importante à dire. Je suis par ailleurs j'ai 53 ans, je suis un chercheur connu et reconnu dans mon domaine de recherche. J'ai déjà dirigé des laboratoires de recherche pendant 6 ans, j'ai dirigé des équipes de recherche, j'ai dirigé des programmes européens de plusieurs millions d'euros de budget, j'ai publié une vingtaine de livres, une centaine d'articles dans des revues à comité de rédaction, dans plusieurs langues.
et une centaine de chapitres de livres. Voilà. Donc, bref, je suis pas le premier venu, je ne suis pas un marginal dans ma discipline ou dans le milieu scientifique français. Et pourtant, depuis 2 ans, il est tout à fait certain que je fais partie de la petite minorité qui critique le discours officiel en disant qu'il n'est pas la vérité. Voilà. Alors, je vais m'expliquer rapidement là-dessus en expliquant pourquoi j'ai pris cette position, comment j'ai travaillé, et ensuite en donnant quelques indications sur les principaux résultats de ce travail. Première chose à dire, j'ai commencé à faire ce qu'on pourrait appeler une contre-enquête sur la gestion politico-sanitaire de la crise du Covid. C'est ça le titre de mon enquête, tel qu'il figure sur le site internet de mon laboratoire de recherche. C'est une enquête sur la gestion politico-sanitaire de la crise du Covid. Je ne prétends pas être biologiste, être virologue, etc. Je fais mon travail de sciences sociales. Et j'ai commencé ce travail dès le mois de mars 2020, donc dès le début, parce qu'il s'est passé des choses que je ne comprenais pas, voire même que je trouvais choquantes, à la fois intellectuellement, scientifiquement, mais aussi moralement, du point de vue de l'éthique. On va y revenir. Mais donc, j'ai commencé ça dès le mois de mars 2020. Voilà. C'est important à dire parce que je ne suis pas non plus, vous savez, la personne qui arrive à la fin, quand la bataille est finie, pour distribuer les bons points ou les mauvais points, alors qu'il n'était pas là pendant la bataille. Voilà. Moi, je suis là depuis le début. Deuxième chose, je n'ai pas fait ce travail tout seul. Pour comprendre, pour essayer de comprendre tous les aspects, toutes les dimensions de cette crise, il faut avoir des compétences dans plusieurs domaines, dans de nombreuses disciplines. Donc, j'ai dès le départ cherché à constituer un collectif et de fait, j'ai travaillé avec une 50aine de collègues universitaires et de médecins pour la plupart. Sur les à peu près 50, il n'y a que 3 personnes qui sont d'autres métiers. Il y a 2 journalistes, voilà. Mais essentiellement, ce sont des universitaires, des scientifiques comme moi et ou des médecins. Et ce travail je l'ai publié sous forme d'épisodes, une série d'articles sous forme d'épisodes sur un blog que j'avais depuis très longtemps, sur un journal online français qui s'appelle Mediapart, avec lequel j'ai fini par être en conflit aussi. Peut-être je dirai pourquoi tout à l'heure, ou peut-être pas, c'est pas très important pour vous. Mais donc, j'ai publié sous forme d'épisode et je viens de réunir l'essentiel de ce travail dans un livre en 2 volumes. Le premier volume vient de paraître. Je peux peut-être le montrer même à l'écran. Voilà. Ça s'appelle la doxa du Covid. Je vais expliquer ce concept, la doxa. Le premier volume, c'est une tentative de compréhension globale de ce qui s'est passé, dans la limite de mes connaissances. Et le deuxième volume, c'est un livre collectif sous ma direction où on va trouver la plupart donc, des épisodes que j'ai publiés avec donc, des médecins, des collègues d'autres disciplines, des économistes, des anthropologues, des biologistes, des virologues, un généticien, enfin bref, toute une série de compétences que je suis allé chercher pour aider à comprendre ce qui se passait. Enfin, dernière chose importante à dire en introduction, depuis le début, j'ai compris, j'ai analysé qu'il y avait deux principaux risques, 2 principaux écueils qui nous empêchaient de réfléchir correctement et de travailler correctement pour comprendre ce qui se passait. Il y en a 2 et ces 2 risques sont en fait les collés. Ce sont les 2 côtés de la même médaille, les 2 revers de la même médaille. Il y a d'un côté ce qu'on appelle le complotisme ou encore le conspirationnisme,
Et de l'autre, il y a ce que j'appelle la doxa, qu'on pourrait aussi appeler la propagande officielle. Ce sont deux problèmes, deux sources d'erreurs, de mensonges, de mauvaises interprétations. Et il faut, pour essayer de rester droit, à la fois intellectuellement et éthiquement, il faut essayer de tenir à distance ces deux sources de confusion, qui sont, je répète, en fait les deux revers de la même médaille. Le complotisme est défini par la propagande officielle. Et en même temps, il lutte contre cette propagande officielle. C'est la même chose, c'est comme la norme et la déviance. C'est la norme qui définit la déviance. Les deux sont inséparables. Le complotisme existe, bien entendu, le conspirationnisme existe. Il est très facile à voir en général parce qu'il fonctionne avec des causalités simples, simplistes même, et aboutit souvent à de telles déformations de la réalité que c'est très facile à voir. Exemple typique, les théories qui voudraient nous faire croire qu'il y a depuis longtemps un grand projet caché pour stériliser la moitié de l'humanité. Ça, je prends un exemple facile à voir, mais qui est un exemple réel, qui existe dans les théories conspirationnistes. Et évidemment, ça parle à tout le monde. Pourquoi? Ça parle à tout le monde parce que ça rencontre de la science-fiction en réalité. Je suis persuadé que parmi les étudiants qui nous écoutent, beaucoup sont des fans des comics, des Marvel. Voilà. Moi, j'ai deux enfants et j'ai vu tous les films. Hélas, j'ai vu les films. Donc oui, je connais bien l'histoire où il y a les Avengers qui vont lutter contre un grand méchant qui veut tuer la moitié de l'humanité. Voilà. Mais ça, c'est de la science-fiction. Ça vient d'une bande dessinée, c'est devenu un film. On peut trouver ça sympathique, c'est divertissant, etc. Mais c'est de la science-fiction, ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais de l'autre côté, nous avons également une propagande officielle que je vais analyser en détail bientôt, qui également n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Et qui a évidemment, elle aussi, des objectifs et des enjeux qui parfois sont explicites, parfois sont cachés, sont dissimulés. Donc les deux dangers que nous avons pour penser correctement, c'est ça. C'est d'un côté les théories complotistes et c'est de l'autre la propagande dont on va voir qu'elle est organisée par une série d'acteurs, 5 acteurs, qui travaillent en réseau, en quelque sorte, qui sont en tout cas qui sont connectés. Voilà. Donc moi, je me situe ni dans l'un ni dans l'autre, et je les critique de la même manière, exactement de la même manière. Évidemment, le rapport de force est complètement disproportionné. Les complotistes sont en réalité très peu nombreux, ils n'ont en réalité jamais menacé personne. C'est beaucoup, en français on dit c'est un épouvantail, c'est-à-dire c'est une menace que la propagande officielle va gonfler, va faire grossir pour faire croire que c'est un grand danger. En réalité, ça n'est pas un très grand danger. Et il y a pas... Alors, cette propagande officielle qui se cache en prétendant parler au nom de la science, en prétendant parler au nom d'un consensus scientifique, qui est une plaisanterie, il n'y a pas jamais eu de consensus scientifique. Ce discours, je l'appelle la doxa du Covid. Le concept de doxa, vieux mot latin bien sûr, mais qui a été popularisé en sociologie par un sociologue français qui s'appelle Pierre Bourdieu, que les étudiants de sociologie dans tous les pays connaissent bien sûr. Et qu'est-ce que c'est que la doxa? La doxa, c'est le discours dominant dans une société donnée, à un moment donné de son histoire. Et si ce discours est dominant, c'est parce que c'est le discours des dominants, des élites qui dominent la société. Et c'est le discours des élites qui dominent la société, et ce discours a pour finalité de justifier la domination des élites. Selon les pays et les époques, le contenu de cette justification est différent. Aujourd'hui, dans les gouvernements de type libéraux qu'on rencontre dans la plupart des pays occidentaux, la justification, c'est le discours de la compétence, par exemple. Nous sommes les gens compétents, nous savons ce qui est bien pour vous. Voilà. Donc
La doxa, c'est ça, c'est le discours des dominants qui justifie leur domination. Alors, ce discours, j'ai d'abord essayé de le comprendre, d'analyser sa structure. C'est un discours, c'est un récit, c'est une narration qui a une histoire, donc qu'on raconte, qui a un début et une fin, qui se déroule dans le temps, que j'ai d'abord essayé de comprendre dans son contenu, et que ensuite j'ai essayé de comprendre comment il s'était imposé dans le débat public des pays occidentaux, et s'était imposé comme la seule vérité possible et le seul discours légitime. Voilà. Donc, je vais développer rapidement ces deux points, le contenu et l'explication des mécanismes par lesquels ce contenu s'est imposé comme l'unique discours légitime. Alors, le contenu de la doxa du Covid, donc l'histoire qui nous est racontée, on peut la résumer en 4 éléments qui sont articulés logiquement et chronologiquement. Voilà. Le premier élément, je dis d'abord les 4 et ensuite je vais détailler un petit peu. Premier élément consiste à dire nous sommes confrontés au surgissement d'une menace mortelle pour toute l'humanité. Le deuxième élément consiste à dire on ne peut pas soigner la maladie que provoque cette infection virale. Le troisième élément consiste à dire la seule chose qu'on peut faire, donc, c'est prendre des mesures non pharmaceutiques, des mesures sociopolitiques, telles que le confinement général. Lockdown in English. Et le quatrième et dernier élément, logique et aussi chronologique, consiste à dire nous ne serons délivrés et nous ne pourrons retrouver une vie normale que lorsque un vaccin arrivera et nous délivrera du mal. Amen, on est tenté de dire. Voilà la narration fondamentale. Voilà le discours, la narration, le récit, le conte, on pourrait dire aussi, et on pourrait presque dire un petit peu aussi le conte pour enfants. La grande menace, le grand méchant loup qui arrive, il faut vite se cacher et à la fin, on sera délivré. Voilà. Alors, chacun des 4 éléments, je l'analyse, et avec toute mon équipe, nous l'analysons très en détail, évidemment, dans le livre. Premier élément, est-ce qu'il y a une menace mortelle pour toute l'humanité? C'est ce qu'a dit, dès le milieu du mois de février, c'est ce que dit le directeur général de l'OMS. Le SARS-CoV-2 est un ennemi mortel de l'humanité. Donc, ce qu'on a mis dans la tête des gens, de nous tous, c'est l'idée qu'on risque tous de mourir. C'est faux. C'est juste faux scientifiquement. En France, je ne connais pas la situation dans votre pays, mais en France, durant toute l'année 2020 et 2021 d'ailleurs, il n'y a eu aucune surmortalité en dessous de l'âge de 65 ans. Aucune. Il y a même eu, dans les tranches d'âge les plus jeunes, il y a même eu une sous-mortalité, parce que d'autres maladies virales ont disparu en 2020, comme si le coronavirus avait colonisé tout l'espace viral, au fond. Donc, aucune surmortalité en dessous de 65 ans. La moyenne d'âge des gens qui sont morts en France se situe entre 83 et 85 ans. Il faut mélanger, ce n'est pas très précis parce qu'il faut mélanger les gens qui sont morts à l'hôpital, les gens qui sont morts à leur domicile et les gens qui sont morts dans les établissements de retraite médicalisés pour les personnes les plus âgées. En France, on appelle ça les EHPAD. La moyenne d'âge, donc, c'est entre 83 et 85 ans. C'est-à-dire que la moyenne d'âge des gens qui sont morts est supérieure à ce qu'est l'espérance de vie dans mon pays, la France. L'espérance de vie qui est pour les hommes de à peu près 80 ans, un petit peu moins de 80 ans, et pour les femmes, un peu moins de 83. Donc, les gens qui sont morts étaient plus vieux encore que ce qui est déjà la moyenne ordinaire de l'âge où on meurt en France. Donc, ça n'a rien à voir avec l'idée que nous allons tous mourir. C'est faux et totalement faux, radicalement faux.
Radicalement faux. Alors, je ne vais pas comme ça développer les quatre, hein, mais les quatre éléments, évidemment, sont tout à fait contestables. Le deuxième, et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai commencé cette enquête, le deuxième argument qui consiste à dire on ne peut rien faire. Il n'y a pas de traitement, de thérapeutique. On ne peut pas soigner. Hein. C'est ce que le célèbre médecin américain Peter McCullough appelle le nihilisme thérapeutique. Hein. On ne peut rien faire. Prenez simplement du paracétamol et restez chez vous. En France, c'était ça le discours. Hein. Prenez du paracétamol, reposez-vous chez vous, et si ça devient grave, alors on appellera les services d'urgence pour vous emmener à l'hôpital. Et en même temps, le ministère de la Santé disait « mais nous avons très peur que l'hôpital soit saturé ». Et en même temps, ça fait 30 ans en France qu'on réduit les moyens matériels et humains des hôpitaux et qu'on réduit le nombre de lits d'hôpitaux. Il y a là une contradiction qui devrait nous faire réfléchir. Donc, en même temps, on va dire des choses qui sont contradictoires, hein, qui sont des oxymores. Restez chez vous et on espère que ça ne va pas s'aggraver, mais on a très peur que l'hôpital soit surchargé. Ce sont des choses qui sont contradictoires. Et on a donc en réalité interdit aux médecins de ville, à la médecine de proximité, de soigner les gens. Et ça, c'est quelque chose qui est unique dans l'histoire de la République française. On n'avait jamais vu ça. Et c'est un très gros mensonge, bien sûr. On va y revenir. Donc, le troisième effort, donc forcément, si on ne pouvait pas soigner, alors la seule chose à faire, c'était d'enfermer tout le monde, en prétendant que ça allait sauver des vies. Vous savez sans doute aujourd'hui hein, qu'on a quantité d'études qui montrent que ce n'est pas vrai. Le confinement ne sauve pas les vies. Hein, il fait plus de mal que de bien, en réalité. Et pas simplement en termes de mortalité, hein, mais en termes d'emploi, de chômage, de pauvreté, d'inégalité, qui plus est d'inégalités sociales qui vont durer toute la vie. Parce que, par exemple, les inégalités scolaires, hein, les jeunes qui ont décroché, qui sont en échec scolaire à cause des mesures de lockdown, de confinement, cet échec scolaire va avoir des conséquences tout au long de leur vie, en réalité. Bon, donc, tout ça a été passé sous silence. Et puis, le quatrième élément, évidemment, est tout aussi faux, et juste faux. L'idée que le vaccin est un miracle. Selon le discours officiel, c'est un produit à la fois qui est parfaitement sûr, aucun problème, aucun effet indésirable, ce qui est faux. Ensuite, on disait c'est un produit, deuxième élément, c'est un produit qui va bloquer l'épidémie, empêcher la contagion. C'est totalement faux, totalement faux. La vaccination n'empêche en aucun cas ni d'attraper le coronavirus, ni de le transmettre à d'autres personnes. C'est évident au moins depuis le mois de juillet 2021, hein, en France, où on a bien vu, quand est arrivé le variant Delta, on a bien vu que les personnes vaccinées étaient contaminées exactement de la même manière que les personnes non vaccinées. C'est pareil. Et le troisième mensonge consiste à dire que le vaccin empêche la mortalité, hein, empêche les formes graves et derrière donc la mortalité. Tout ça fait partie de cette narration, hein, de ce conte, et comme je le disais, qui ressemble quand même un petit peu à un conte pour les enfants, hein, quand même. Le côté un peu miracle, hein, comme si le vaccin, c'était un peu le Père Noël, quoi. Bon, c'est terrible, mais c'est la réalité. Et on a fait croire ça à toute la population. Alors, ma deuxième partie, c'est d'essayer de comprendre comment c'est possible. Comment une histoire aussi simple, aussi simpliste, a pu être imposée comme la vérité officielle, ne souffrant aucune contestation, et comment les scientifiques les plus sérieux du monde qui ont dit « mais attendez, c'est un peu plus compliqué que ça », ont pu être à ce point ostracisés, censurés, comme votre professeur le rappelait tout à l'heure dans son introduction.
Et je peux en parler puisque c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, mais tout le monde, hein, on va y venir. Hein. Et il faut absolument, surtout pour les jeunes, les étudiants qui nous écoutent, il faut absolument réfléchir à ça. Il faudra tirer les leçons de cette histoire qui est une défaite de la pensée, une défaite de la science, une défaite de l'esprit critique. C'est quelque chose de dramatique, ce qui s'est passé. Il faut absolument que ça nous serve de leçon pour que nous progressions dans l'avenir et que nous retrouvions les capacités d'analyse critique sans lesquelles il n'y a pas de science. Il n'y a pas de science, ce n'est pas vrai. Hein. S'il n'y a que des personnes qui répètent la même chose comme des petits robots du matin au soir, ce n'est pas de la science. Hein. Ce n'est pas de la science. Quand il n'y a qu'un seul discours officiel dans un pays, alors c'est que ce pays est une dictature. Hein. La démocratie, c'est le débat, c'est la liberté d'expression, c'est le débat contradictoire, c'est l'existence de contre-pouvoirs. Voilà, c'est ça la démocratie. Ce n'est pas tout le monde qui marche dans la même direction en chantant la même histoire. Ça, c'est les dictatures. Hein. Voilà. Alors, pour comprendre comment ce discours a pu néanmoins s'imposer comme la seule vérité officielle et la seule légitime dans l'espace public, il faut analyser qui a produit, propagé ce discours, qui a censuré les autres discours, etc. Et il y a fondamentalement 5 acteurs qui ont joué ce rôle, qui ont des liens entre eux, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont organisés entre eux, et encore moins qu'ils sont organisés depuis longtemps, etc. Ça, ce serait un genre de complotisme. Non, mais par contre, ils ont des liens entre eux qui sont très clairs, en particulier des liens financiers, bien sûr. Et donc, je vais en dire quelques mots rapides, bien sûr, mais après, on pourra revenir dans la discussion sur les points qui vous intéressent le plus. Je ne mets pas un ordre particulier. Je donne les 5 acteurs qui ont joué un rôle. Le premier acteur, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et ce qui est important à comprendre, c'est que l'OMS, ça n'est pas Jésus qui donne la parole de Dieu. Hein. Voilà. Bon. Ce n'est pas non plus une organisation internationale indépendante des puissances financières, économiques ou politiques du monde, pas du tout. Quand j'étais étudiant, j'avais appris que l'OMS, comme l'ONU, etc., étaient des organisations supranationales financées par les États. Et je croyais ça, j'étais resté à ça, c'était mes cours quand j'étais étudiant à l'université. En réalité, aujourd'hui, et vous pouvez le vérifier en faisant 3 clics sur votre ordinateur, vous allez regarder le budget de l'OMS. Et alors, vous allez comprendre que ce ne sont plus les États qui sont les financeurs de l'OMS, les principaux. Le premier financeur de l'OMS aujourd'hui, en réalité, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Et ça a été une découverte pour moi, je ne le savais pas du tout. Je pensais que c'était les États-Unis le premier financeur. Puis après, l'Angleterre, la France, la Chine, l'URSS, la Russie, pardon, etc. Non, aujourd'hui, c'est la fondation Bill Gates directement et indirectement. Directement en tant que fondation, indirectement par le biais d'autres fondations qui forment un réseau, une galaxie de ce qu'on appelle aujourd'hui le philanthrocapitalisme, une galaxie de fondations privées, de fondations philanthropiques qui sont toutes financées par la fondation Bill Gates. La plus connue, c'est la Gavi, la Global Alliance pour la vaccination internationale, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une première grosse découverte qui, évidemment, doit retenir toute notre attention. Ça veut dire que derrière l'Organisation mondiale de la santé, derrière l'apparence de l'intérêt public, il y a en réalité des intérêts privés. En l'occurrence, la fondation Gates et M. Bill Gates ne se cachent pas du tout de sa philosophie du monde et de ses intentions. Ça fait une vingtaine d'années qu'il explique que, si je résume, je dirais, il veut laisser une trace dans l'histoire comme étant l'homme qui, grâce à sa fortune, a permis de sauver l'humanité en vaccinant toute l'humanité. L'idée de Bill Gates, elle est comme ça, elle est très simple, il n'y en a pas d'autre. Hein. Je vais sauver l'humanité en finançant des vaccins, partout dans le monde, sur toutes les maladies possibles, etc. etc. C'est son idée. Voilà. Donc, tout ça vient de loin, tout ça vient en l'occurrence de là, c'est très clair, c'est assumé, c'est dit publiquement. Hein. Bill Gates a même publié des articles dans des revues médicales. Donc,
il suffit de les lire. Tout ça est public. Ce n'est pas un discours caché, c'est public. Il suffit d'aller le lire. Le deuxième acteur qui a joué un rôle évidemment central, ce sont les industries pharmaceutiques. Là aussi, il y a une grande naïveté dans le débat public, à la fois sur l'importance de ces industries et par ailleurs sur les stratégies de trafic d'influence et de corruption qu'elles développent. Comme toutes les industries, ce n'est pas une surprise en réalité. Les industries du pétrole, du tabac, de l'agroalimentaire, etc., de l'automobile, ont toutes des stratégies de trafic d'influence et de corruption depuis des années pour gagner un maximum d'argent. C'est l'unique but. Il n'y en a pas d'autre. Les industries ne sont pas des bienfaiteurs de l'humanité, des philanthropes, des moines. Non, ce sont des entreprises dont le but unique est de faire gagner un maximum d'argent aux dirigeants de ces entreprises et aux actionnaires de ces entreprises. Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle le monde du capitalisme financier, où le plus important est la rémunération des actionnaires, à la fois par la vente des produits de l'entreprise, mais aussi et de plus en plus par la spéculation sur le cours des actions en bourse de ces entreprises. Donc ces industries pharmaceutiques ont joué un rôle absolument central à deux moments clés de cette histoire, en tout cas en France. Le premier moment, c'est l'année 2020, et l'enjeu ici a été pour une de ces très grandes industries pharmaceutiques qui s'appelle Gilead Sciences, a été d'essayer de faire acheter par tous les gouvernements occidentaux un médicament antiviral qui s'appelle le Remdesivir, qu'ils espéraient en fait depuis longtemps de pouvoir vendre à l'occasion d'une épidémie. Ils avaient commencé déjà à l'époque de l'épidémie de Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014-2015. Et donc là, ils ont essayé de refaire le coup pour vendre ce médicament, qui était un médicament qui est donc dont ils détiennent le brevet, qui coûte très cher, plusieurs milliers de dollars par patient, qui s'injecte par la voie, par une injection veineuse. Bref, c'était le premier enjeu. Et évidemment, vous comprenez que lorsque des médecins comme les médecins de Marseille en France se sont levés pour dire « Nous, on pense qu'on peut soigner beaucoup de gens avec un antiviral et un antibiotique qui sont des génériques, qui font partie du domaine public et qui ne coûtent presque rien. » Vous comprenez évidemment que c'était insupportable pour les industriels qui espéraient faire fortune avec un autre médicament. Bon. Et c'est la même histoire pour les vaccins, bien sûr. Le fait de vouloir déconsidérer toutes les formes de traitement précoce de la Covid a pour but, évidemment, de faire table rase pour qu'il n'y ait qu'une seule solution, qui est le nouveau vaccin. Avec des guillemets, je vais revenir sur peut-être là-dessus, la confusion qu'il y a entre ce qu'on appelle depuis la fin du 19e siècle vaccin et ce qu'aujourd'hui on appelle vaccin, qui sont en fait des thérapies géniques, et c'est autre chose. Bien. Donc le deuxième acteur central, ce sont ces industries pharmaceutiques à travers les stratégies de trafic d'influence et de corruption qui sont extrêmement importantes dans l'univers médical. Il y a des rayons entiers de bibliothèques sur ce sujet. C'est un problème qui est très connu, le problème de la corruption dans le milieu médical, l'emprise des industries pharmaceutiques sur toute la recherche médicale. C'est un problème très connu, il y a beaucoup de travaux là-dessus qui, bizarrement, ont été complètement oubliés pendant la crise du Covid. Bon, ça, c'est un gros problème aussi. Le troisième acteur qui a joué un rôle central dans la diffusion de ce discours unique, ce sont bien sûr les gouvernements. Les gouvernements qui ont donc fait semblant ou ont voulu nous faire croire qu'ils maîtrisaient la situation et que grâce à leurs mesures, grâce à leurs politiques, ils allaient être formidables et régler les problèmes. Donc d'abord par le confinement, le lockdown, puis par la politique vaccinale qui allait régler tous les problèmes. Donc ça, c'est un acteur central, évidemment, puisque les gouvernements contrôlent les administrations,
contrôlent la production des données statistiques que tout le monde va utiliser. Les gouvernements ont mis en place des conseils scientifiques en choisissant les gens qu'ils mettaient, qui sont des gens qui n'ont jamais contredit les gouvernements, évidemment. Voilà, donc ils ont mis en place tout un système de contrôle de l'information en lien avec un quatrième acteur qui a joué un rôle central, qui sont les médias, l'ensemble des entreprises de presse, dont cette crise a révélé aussi, en tout cas en France, c'est comme ça, mais dans tous les pays que je connais, c'est comme ça, dont cette crise a révélé le niveau de dépendance, en fait, le niveau de double dépendance, d'un côté à l'égard des puissances économiques qui sont propriétaires des médias, et de l'autre à l'égard des gouvernements. Parce que dans des pays comme la France, il faut savoir que les gouvernements subventionnent les médias chaque année. Il faut même savoir que si en particulier les journaux de la presse nationale ou régionale, s'ils n'avaient pas les aides, chaque année, les aides financières du gouvernement, beaucoup de ces journaux seraient morts, ils auraient disparu, parce qu'il n'y a plus assez de lecteurs et d'abonnés depuis longtemps. Donc les médias ont joué un rôle central, absolument central, dans la diffusion de la propagande des gouvernements et dans le contrôle du débat public, avec notamment ces phénomènes d'orientation de l'information, de choix des experts qui sont mis en avant, qui sont les experts envoyés par le gouvernement, et inversement, la censure des autres scientifiques, comme moi par exemple, et beaucoup d'autres, qui n'étaient pas sur la ligne officielle du gouvernement. Et je termine en disant qu'il y a un cinquième acteur qu'il ne faut pas oublier, surtout pas oublier, qui sont les géants du numérique et les réseaux sociaux. Nous vivons dans un monde où Internet, les géants du numérique, les réseaux sociaux ont pris une ampleur absolument considérable. Et concrètement, beaucoup de gens aujourd'hui vivent sur leur téléphone portable et se renseignent beaucoup sur leur téléphone portable. C'est plus simplement la télévision aussi, c'est le téléphone et le smartphone. Et il joue un rôle essentiel en fait de formatage de nos pensées, d'une part en nous invitant à lire des contenus plutôt que d'autres. Vous le savez bien, c'est quand vous ouvrez une page de Google, par exemple, vous n'avez pas toute l'information qui arrive. La hiérarchie de l'information qui vous est donnée correspond à des processus de sélection, de tri et de sélection qui sont orientés. Donc, on vous suggère de lire plutôt ça. Et dans le même temps, on censure les contenus qu'on ne veut pas que vous lisiez ou que vous écoutiez. C'est vrai de Google, qui est propriétaire de YouTube, la grande chaîne vidéo. C'est vrai de Facebook, qui est propriétaire de Instagram. C'est vrai d'autres réseaux sociaux comme Twitter, etc. Tous ces réseaux, d'un côté, orientent ce qu'on veut vous faire lire et de l'autre, censurent ce qu'on veut que vous ne lisiez pas ou que vous n'écoutiez pas. Voilà. C'est un double processus. Donc. Et ça a joué un rôle évidemment extrêmement important. Et l'ensemble, l'action combinée, donc je répète, je ne dis pas qu'elle est complètement organisée, mais de fait, il y a des liens évidemment entre tous ces acteurs. Par exemple, les géants du numérique, Google, Facebook, etc., financent également les médias, financent en particulier les rubriques de fact-checking, comme on dit aujourd'hui, dans les médias. Donc il y a des liens entre tous ces acteurs. Et l'ensemble de ceci a produit, et je vais terminer ici pour qu'on puisse discuter, a produit un espèce d'énorme système de contrôle de l'information légitime et à rejeter en dehors de cette information toutes les autres façons de penser en empêchant toute forme de débat contradictoire. C'est quelque chose d'assez incroyable, c'est unique. Moi, je ne pouvais pas imaginer, si on m'avait dit il y a 3 ans que j'allais vivre ça, je n'aurais pas cru. J'ai dit non, c'est pas possible. Or, c'est possible. Je répète, c'est une catastrophe à beaucoup d'égards, mais aussi une catastrophe intellectuelle, une catastrophe pour la pensée, une catastrophe pour la science. Il va falloir que nous ayons le courage de tirer les leçons de tout ça dans les mois et dans les années qui viennent. Le courage de reconnaître les erreurs. Et beaucoup de gens vont évidemment, au contraire, chercher à cacher les problèmes.
ou vont avoir de la culpabilité. Il faut avoir le courage de reconnaître les erreurs pour que la prochaine fois, car il y aura forcément d'autres crises sanitaires ou sécuritaires ou écologiques, il y aura d'autres crises. Et si nous avons les mêmes façons de fonctionner, alors ce sera vraiment une catastrophe. Donc, mon espérance, c'est aussi celle-là, c'est de participer à cette grande réflexion et remise en cause qui peut-être fera en sorte que la prochaine fois, nous soyons un petit peu moins naïfs et nous faisions un petit peu moins de bêtises. Bien, muchas gracias, Monsieur Micheli. No sé si debo esperar un momento para que hagan la traducción. Entonces, quien quiera participar puede levantar la mano y nos da un momentico, eso sí, por lo de la traducción. Y listo, entonces veo el Profe, hay profesor una mano Congote. levantada. Profesor Congote, en un momento le daré la palabra. Quería aprovechar para aclarar, el profesor Congote está en la Universidad Distrital de Bogotá y ha coparticipado para invitar a sus estudiantes y hacer de este un evento más multitudinario. Entonces, adelante, profesor Congote. Profesor Miquelieu, buen día. Quiero plantearle dos hipótesis para sumar a este rompecabezas tan interesante que hemos venido construyendo los trabajadores universitarios a escala profesoral. Primera hipótesis. La confusión del concepto vida con el concepto salud, en el sentido de que se hizo una reducción de un concepto muy amplio como es el de la vida a un concepto unilateral como sería el de la salud, pensando complementariamente que vida también significa educación, significa participación económica, significa participación política, significa conservación del medio ambiente, pero el estropicio del COVID habría reducido unilateral y arbitrariamente el concepto vida a solo el concepto salud. La hipótesis número 2 sería que el comportamiento de los estados, la mayoría llamados democráticos, con excepciones importantes como el de los países escandinavos, habría mostrado, profesor Miquelieu y respetados participantes, que no estamos viviendo activamente en medios democráticos, sino que la COVID ha destapado la verdad de que lo que llamamos democracia es solo un remedio de activismo electoral carente de participación política, carente de deliberación, carente de debate, carente de controversia. Razón por la cual la que se llamaba algún tratadista democracia iliberal habría sido el caldo de cultivo para el imperio de estas decisiones dictatoriales que usted muy bien ha señalado en su importante manifestación. Muchas gracias.
Señor Micheli, quisiera usted Et responder est-ce que je a esto. réponds tout de suite, Jean-Paul, ou est-ce qu'on prend plusieurs questions? Sí, sí, me parece bien que respondamos uno a uno. Ok. Ok. Merci beaucoup pour les deux questions, très, très pertinentes. Oui, bien sûr, la vie ne se réduit pas à la santé, mais je dirais, je vais même encore plus loin, le concept même de santé, lui aussi, a été dévoyé. Hein. La santé ne se réduit pas à l'absence de virus. Je voudrais rappeler au début de mon livre, j'ai mis des citations en exergue de nature très différente, mais j'ai mis aussi le rappel de l'article 1er de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, hein, qui dit ceci: la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà, donc non seulement on a réduit la vie à la santé, mais on a également déformé le concept même de santé. Voilà. Et alors, sur le deuxième point, c'est un point que je développe dans un chapitre entier de mon livre, la question des enjeux démocratiques. Elle est tout à fait essentielle. En France, nous avons malheureusement une constitution qui permet, dans les situations dites exceptionnelles, de recourir à ce qu'on appelle l'état d'urgence, hein, c'est-à-dire en réalité de suspendre les mécanismes ordinaires de la démocratie, c'est-à-dire de concentrer tous les pouvoirs uniquement dans les mains du pouvoir exécutif. Or, comme vous le savez, la démocratie repose sur le principe de séparation des pouvoirs. Donc, depuis 2 ans, en France, le Parlement n'existe presque plus. Hein, il est réduit à, en français, on dit une chambre d'enregistrement dans des procédures accélérées. Hein. On lui dit, voilà, il faut absolument faire ça et ce sera pour demain matin. Hein. De la même manière que nous avons également un problème en France avec la Cour suprême, hein, qui n'est pas un organisme indépendant, qui est un organisme politique, malheureusement, hein, puisque les membres de cette Cour suprême en France, ce ne sont pas des magistrats respectés pour toute une carrière indépendante, etc. Non, en France, les membres sont nommés directement par le politique, et tous les anciens présidents de la République sont membres, jusqu'à une réforme récente, tous les anciens présidents de la République étaient membres de droit. Voilà. Donc, c'est en réalité, ça n'est pas une Cour suprême au sens d'une juridiction avec des magistrats. C'est également quelque chose qui est politique et qui donc n'a absolument pas protégé les citoyens français des atteintes à un certain nombre de droits et de libertés fondamentales. Donc ça, c'est évidemment un gros problème. Et puis, on pouvait trouver encore dans le débat public ces dernières années l'idée qu'il y avait donc il y avait bien sûr un contre-pouvoir parlementaire, un contre-pouvoir judiciaire, etc., mais qu'il y avait aussi un quatrième pouvoir qui était le pouvoir médiatique et qui jouait un rôle de contre-pouvoir. Si certains avaient encore cette illusion, elle a évidemment aujourd'hui disparu, hein, mais c'est aussi un gros problème pour notre démocratie. C'est-à-dire que normalement, à l'origine, si on prend en Europe la déclaration de Munich en 1971, qui était la réunion de délégations de journalistes de tous les pays européens pour faire une charte éthique et déontologique du journalisme, le principe numéro 1, c'était l'indépendance des journalistes par rapport aux puissances économiques et financières d'un côté et au gouvernement, aux puissances politiques de l'autre. Aujourd'hui, malheureusement, ceci a disparu. Ceci a presque complètement disparu et c'est un autre problème majeur pour la démocratie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut vraiment que nous fassions un bilan critique très sérieux de tout ce qui s'est passé dans tous nos pays, parce que sinon, à la prochaine crise, la démocratie va vraiment mourir en réalité. Hein. C'est ça qui va arriver. C'est tout à fait certain. Hein. Ce qui s'est passé en France est quand même assez
est quand même assez incroyable. Hein. La totalité des libertés individuelles et collectives ont pu être suspendues. De nouvelles discriminations entre les citoyens ont été créées. Des mesures absolument incroyables ont été instaurées dans les écoles qui tous les jours pourrissent la vie des enfants, des parents d'élèves, des enseignants. Enfin, ce sont des choses tout à fait incroyables. Pendant les confinements, pour pouvoir sortir de sa maison et faire des courses pour manger ou faire un petit jogging ou aller se promener, prendre l'air, prendre le soleil, il fallait remplir une attestation en indiquant les heures auxquelles on sortait. Et si on n'avait pas l'attestation, la police vous arrêtait, vous mettez une amende de 135 €. Et si vous faisiez 2 fois l'amende augmentée, et à la fin, c'était des peines de prison. Enfin, voilà, nous avons vécu ces choses complètement folles. Et je vous remercie pour les questions qui permettent de le rappeler. Gracias. Quiero recordar al público y al invitado que desafortunadamente nuestro traductor se tiene que ir en 5 minutos nada más. Entonces, a partir de ahí, pues voy a ser yo quien traduzca, pero pues no puedo hacer traducción simultánea. Cada persona podrá decir algo y me da un tiempito para que yo lo traduzca y viceversa, ¿no? Pero entonces tenemos todavía 5 minutos de traducción. ¿Quién quisiera intervenir? Ok, bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, si alguien por ahí quiere hacer una pregunta, un comentario. Sí, veo que Santiago tiene una pregunta. Adelante. Buenos días, mi nombre es Santiago Ormaza tengo muchas preguntas, pero creo que mi pregunta más importante es el por qué las potencias o los países o las organizaciones o los gobiernos que están aliados para este plan, pues, em, han llevado a cabo o sea, el plan de la pandemia, el COVID. ¿Por qué lo llevaron a cabo? O sea, ¿qué interés hay detrás de eso? ¿Es un interés monetario? O sea, virar todas las monedas y todos los impuestos de los gobiernos y de los pueblos hacia las farmacéuticas y hacia esos 5 actores que están en contra de la información, o es meterle miedo al pueblo para controlarlo, o cuál es el interés por el cual llevaron a cabo, pues, la doxa del COVID. Gracias. Alors, c'est une question difficile, hein, et je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Et surtout, moi, j'ai une règle intellectuelle et morale qui est très importante, notamment pour se protéger justement du conspirationnisme. Hein. Cette règle, c'est de ne jamais faire des procès d'intention. Okay ? Donc, j'écoute ce que disent des gens, j'analyse leur discours, je regarde ce qu'ils font, j'analyse leurs pratiques, mais je ne veux pas faire de procès d'intention. Voilà. Sauf quand je les ai longuement interviewés, bien sûr. Voilà. Mais donc, par exemple, en France, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui se passe dans la tête du président de notre République, M. Macron. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas interviewé. Est-ce qu'il croit tout ce qu'il dit, ou est-ce qu'il y a un calcul politique? S'il y a un calcul, quel est exactement ce calcul? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête. Bon. Par contre, je lis ses discours et je regarde ses décisions. Et j'en fais la chronologie, etc. Je regarde qui le conseille, qui il nomme dans tel poste, et ça, voilà. C'est comme ça que je travaille. Donc, je n'ai pas toutes les réponses. Mais s'il y a la chose qui est la plus évidente à mes yeux, hein, c'est l'intérêt financier, c'est l'argent. Et je pense que la deuxième chose, c'est le pouvoir. Je vais y revenir. Et en réalité, si nous étions sérieux, ce que je viens de dire, ce sont des très grandes banalités, hein, dans l'histoire des humains, de savoir qu'ils sont motivés par la recherche
de l'argent et du pouvoir. Ce sont quand même de très, très grosses banalités. Hein. Bon. Mais on est obligé aujourd'hui de les rappeler hein, face à des gens qui sont très naïfs ou qui font semblant d'être naïfs, je ne sais pas, mais incroyable. Hein, bon. Et donc, il faut rappeler ça, bien sûr. Donc, l'enjeu financier, il est énorme, absolument énorme. Il est très simple d'ailleurs de regarder qui s'est appauvri et qui s'est enrichi depuis 2 ans. Chacun peut faire ce petit test dans son pays en utilisant quelques données hein, et à l'échelle internationale. Voilà. Qui s'est enrichi le plus? Ce sont les industries pharmaceutiques, celles qui ont gagné la course au vaccin, qui sont des entreprises états-uniennes essentiellement. Hein. C'est Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et AstraZeneca qui est une entreprise anglaise principalement, anglo-suédoise. C'est eux qui ont gagné cette course de vitesse pour ce qui est la plus grande opération commerciale de toute l'histoire de l'humanité. Puisque il n'existe pas d'autre produit commercial dont le marché, c'est la totalité de l'humanité, renouvelable plusieurs fois chaque année. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'existe pas un autre produit commercial, à part ce nouveau vaccin. Il n'y a pas de produit commercial dont le marché, je répète, c'est la totalité de l'humanité et plusieurs fois chaque année. Puisque vous le savez, maintenant, il faut renouveler tous les 3 mois, prétendument, pour que ce soit efficace. Voilà. Le principal intérêt, il est là. Et la principale règle qu'on doit toujours faire, d'ailleurs, quand on fait une enquête, c'est vrai pour un chercheur, c'est vrai pour un journaliste, c'est vrai pour un policier. La première règle, c'est de se demander à qui profite le crime. Et ou c'est encore une autre façon de le dire, c'est suivre l'argent, comme on dit souvent. Voilà. Ça, c'est tout à fait fondamental. Mais ensuite, il y a bien sûr aussi toute une série d'autres avantages, d'autres bénéfices. Les psychanalystes, ils diraient des bénéfices secondaires, je suppose. Le pouvoir politique cherche évidemment lui aussi à avoir des bénéfices symboliques, à faire croire aux gens qu'il a été un formidable chef pendant la guerre, hein, et qu'on doit lui faire des statues pour le remercier. Donc il y a aussi des intérêts bien sûr symboliques, mais il y a aussi des intérêts électoraux. Hein. Les gouvernements cherchent avant tout et pensent avant tout à la prochaine élection, bien sûr. Hein. Donc voilà le type d'intérêt que j'ai soulevé évidemment dans mon enquête. Il y en a encore d'autres. Hein. Il y en a encore d'autres. Les intérêts financiers concernent toutes les personnes qui sont dans la corruption, bien sûr. Il y a aussi les phénomènes de cour, très importants, hein, le fait de vouloir plaire. Tous les gens qui ont dit des choses qui étaient conformes au discours officiel pour plaire à la hiérarchie, pour plaire aux politiques, pour avoir un meilleur avancement dans la carrière, pour avoir un poste, hein, pour avoir un meilleur salaire, pour être bien vu des chefs au-dessus, etc. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de cour. Ont joué également un rôle tout à fait important. Bon, voilà, je pourrais continuer longtemps, mais la première chose, c'est bien sûr l'argent. Et ça n'est pas une surprise, je le répète, hein, nous vivons dans un système capitaliste mondialisé depuis plusieurs siècles, hein, dont le moteur numéro 1, aujourd'hui supérieur même au moteur politique, aux guerres, aux enjeux de territoire, etc. Aujourd'hui, le moteur numéro 1 de l'humanité, c'est l'argent, bien sûr. Bien, muchas gracias. Gracias por eso, Lauren. Quisiera yo aquí meter una cucharada. Hay alguien hace poco en otro debate, porque de esto hay cada vez más debates, en donde decía que era absurdo pensar que las farmacéuticas se centraran tanto en una vacuna, puesto que ellas mismas también ganarían vendiendo los tratamientos alternativos, pues los tratamientos a los que podríamos haber recurrido a través de otros fármacos. Sin embargo, quisiera aclarar ahí que esos otros fármacos, por ejemplo, la hidroxicloroquina o la ivermectina, son genéricos. Entonces la diferencia es gigante, y ahí había algo que en ese otro debate la persona debió haber dicho.
Las vacunas, muy por el contrario, como bien se sabe, están patentadas y de hecho guardan un secreto absoluto respecto a cómo se hacen y qué tienen. En cambio, estas otras medicinas con las que se podría haber tratado a las personas en riesgo, que son un sector minoritario, muy minoritario de la población, estas otras medicamentos son genéricos y por lo tanto no hay una empresa en particular que se pueda beneficiar y cualquiera, pues obviamente con las condiciones necesarias puede producirlo. Eso es un punto que quería aclarar allí. Bueno, démosle la palabra a otras personas. Adriana Martínez, adelante, por favor, levantaste la mano. Profe, también tenemos una pregunta en el chat que nos hace Cindy Valerana. Ah, sí, adelante, la puedes leer. Listo, primero Adriana, que ella ya había levantado la mano, entonces primero la pregunta de ella y luego la de Cindy. Perfecto. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se Sí, te escucha. escuchamos. Gracias. Adriana Sarracín Martínez, desde Chile. Yo soy psicóloga, agradecidísima por esta oportunidad para debatir científicamente este tema. Quisiera saber cuál es la opinión del profesor, de los profesores, acerca de el libro The Great Reset, el gran reseteo de Klaus Schwab, fundador y presidente hasta el momento del Foro Económico Mundial, en donde él plantea la gran crisis, porque ya desde junio del 2020, cuando este libro fue publicado, es decir, que debe haberlo escrito en mayo del 2020, algunos meses después de los primeros casos a nivel mundial, él ya dice claramente, como proféticamente casi, que esta gran crisis mundial que se está viviendo y se vivirá en el mundo, y que acentúa o muestra el mal manejo que la humanidad, o sea, el común de la humanidad ha hecho de sus recursos y de su propia vida, en fin, está planteando que la humanidad por sí misma no se sabe gobernar y que por lo tanto el COVID-19 es la gran oportunidad para que todas las estructuras sociales se reseteen y queden a cargo de los que sí saben sobre el buen manejo de los recursos y de cómo se debe vivir, que casualmente es una élite autoelegida que son algunas personas. Entonces quisiera saber cuál es la opinión que tienen ustedes sobre este libro, sobre este movimiento que genera el Foro Económico Mundial y cómo ellos están haciendo uso desde el mismo inicio, desde el 2020, de esta gran crisis falsamente establecida, como ya lo sabemos, porque considero que es fundamental para entender y tratar de responder a la pregunta que hizo uno de los colegas hace unos minutos sobre por qué los gobiernos están haciendo esto. Recordemos que el Foro Económico Mundial reúne a los más importantes países a nivel mundial. Muchas gracias. Monsieur Micheli, adelante, puede responder. Oui, merci pour la question. Oui, bien sûr, comme tout le monde, je sais ce que c'est que ce livre et ce projet, The Great Reset. Parmi l'ensemble des facteurs, des explications qu'on peut avoir, j'en ai pas parlé parce que pour moi, ce n'est pas le plus important. Bien sûr qu'il y a des gens qui pensent ça, hein, évidemment, et des gens importants, des gens influents, mais je ne crois pas que ça ait joué en réalité un rôle aussi majeur, de la même manière que on peut trouver beaucoup de philanthrocapitalistes qui ont, par exemple, qui ont des idées de type transhumaniste. Bon, voilà, on peut chercher des liens avec des choses comme ça, mais ça existe, c'est évident, tout à fait clair.
je ne suis pas persuadé, ou en tout cas, je pense que la démonstration n'a pas été faite, que ça jouait un rôle direct dans les positionnements de tel ou tel président, Premier ministre. Voilà, c'est ça qu'il faudrait montrer. Et je dirais que presque enfin, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai pas vraiment besoin du Great Reset pour comprendre et interpréter ce qui se passe. Mais je peux bien sûr me tromper, hein. Ce que je vois par contre beaucoup, ça je ne l'ai pas développé parce qu'il y a beaucoup de dimensions que je n'ai pas du tout le temps de développer, mais ce que je vois beaucoup, c'est l'importance croissante, évidemment, de tous les secteurs économiques qui produisent des technologies, en particulier des technologies numériques, hein. Ça, je le vois beaucoup et ça me paraît plus important, de même que c'est lié à la question de la démocratie qu'on discutait tout à l'heure, hein. C'est-à-dire la façon dont, en tout cas en France et en Europe, je le vois partout, il y a le pouvoir politique comment dire, présente et valorise de manière incroyable toute une série de technologies, hein. C'est ce qu'on appelle parfois le technosolutionnisme, hein. C'est très très présent dans les discours des pays européens que je connais. Et ça permet de présenter évidemment son discours comme moderne, etc. Alors que le contenu derrière des idées est souvent assez archaïque en réalité. Mais c'est présenté comme moderne parce qu'il y a cette illusion technologique et cette illusion aussi que la technologie est forcément en soi un progrès pour l'humanité. Ce qui n'est pas vrai, la technologie, elle est neutre, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Voilà. Elle peut être utilisée pour des progrès comme elle peut être utilisée pour des choses qui font du mal à l'humanité. Ça dépend de la façon dont on l'utilise. Donc voilà. Donc je m'excuse, je n'ai pas beaucoup développé ça parce qu'effectivement, moi, je ne vois pas tant de liens que ça, mais peut-être c'est moi qui ne les vois pas bien, hein. C'est possible, bien sûr. Gracias. No sé si hay otros participantes. Damos paso a Cindy. Sí, Ana, por favor, ¿podrías leer lo que escribió Cindy? Sí, profe, permítame. Cindy nos dice, más allá de que los gobiernos financian a los medios en Francia y sin ese apoyo no pueden sobrevivir, ¿no podrían estos medios levantar una demanda contra el gobierno ante una organización mundial por atentar contra el libre periodismo y obligar al gobierno a seguir con ese apoyo? Esa es la pregunta. Ouais. Soit j'ai pas bien compris, soit je vois pas comment c'est possible en réalité, hein. C'est-à-dire que comment dire, peut-être qu'on peut dire que les médias sont un peu victimes, mais dans ce cas-là, il faut ajouter que ce sont des victimes consentantes, hein. C'est très important, hein. C'est-à-dire que en France, je n'ai entendu aucun journaliste se plaindre de cette situation. Aucun, absolument aucun, hein. Je vais même plus loin, la plupart des journalistes tentent de dissimuler cette dépendance, cette double dépendance, hein, et tentent de faire croire qu'ils sont toujours des gens indépendants, neutres, qui font de l'investigation, etc. Ce qui est faux en réalité. Le journalisme d'aujourd'hui, en réalité, a disparu. En réalité, il n'y a plus de journalisme, il y a de la communication, ce qui est différent. C'est-à-dire que les journalistes ne sont plus les producteurs de l'information. Ils sont les commentateurs d'informations qui ont été produites par d'autres personnes. Ça, c'est fondamental. Alors, c'est vrai de manière globale. Il reste bien sûr, de temps en temps, on va trouver un journaliste d'investigation qui a fait une enquête pendant 1 an sur un sujet. Ça existe, mais c'est une personne. On va trouver dans la presse locale, j'ai fait un gros chapitre du tome 2 de mon livre, un très gros chapitre sur le journalisme, hein. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. On va trouver un journaliste dans la presse locale qui a fait un vrai reportage sur un hôpital, par exemple. Bon. Mais la plupart des journalistes ne font pas du tout ça. En fait, ce sont des personnes qui vivent dans la capitale, qui ne sortent jamais de leur bureau. Ils sortent pour aller au restaurant le midi et pour rentrer chez eux le soir, mais sinon, ils ne sortent pas de leur bureau.
Et ils travaillent uniquement avec un ordinateur et un téléphone portable. C'est ça la réalité. Et ils ne sont pas les producteurs de l'information. Ils sont uniquement les commentateurs de l'information. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel pour comprendre l'évolution du journalisme mondial actuel. Et malheureusement, il y a très peu de journalistes ou d'organisations professionnelles ou syndicales. Il y en a très peu qui critiquent ce phénomène, ou quand ils le critiquent à un moment donné, et tous les journalistes vont dire « mais oui, bien sûr, c'est formidable, défendons notre métier ». En réalité, on voit que c'est très rhétorique, parce que lorsqu'on se retrouve dans le feu de l'action, les principes ont disparu, complètement disparu. Y yo quisiera ahí meter la cucharada, no sé cómo se va a traducir eso, porque efectivamente tengo una pregunta ligada a esa inquietud de la persona. Varias personas cuando hemos hablado de esto me preguntan o le preguntan a los miles, millares de escépticos que hay en el mundo, preguntan, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que todos a mi alrededor, incluyendo periodistas como acabamos de mencionar, pero pues también mi familia, también los médicos, ¿no? Que yo conozco y los médicos que salen en los noticieros, ¿cómo es posible que todos estén equivocados? ¿Cierto? ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta, que nadie se haya levantado en contra de esto? Todos estos médicos que conocemos y que están diciendo todos lo mismo. ¿Por qué tendríamos que creerles a los escépticos? Esa es una inquietud difícil de responder. Yo tengo respuestas, pero que asalta mucho en los debates a las personas que de buena fe aceptan escucharnos, aceptan nuestras críticas, pero algo no les suena porque dicen, pero ¿por qué todo el mundo iba a decir mentiras? ¿Por qué todo el mundo se va a poner de acuerdo? Eso creo que ya Monsieur Micheli lo dijo en cierta manera. Pero ¿por qué van a estar tan equivocados? ¿No? Ese es algo que quisiera ver qué responde nuestro panelista. Ok. Alors, il y a toute une série d'explications. Ok, je vais commencer par le point de départ. Le point de départ concerne tout le monde, toute la population, à des degrés différents, bien sûr, selon les individus, mais il concerne la totalité des populations. Le point de départ, est le premier problème qui concerne tout le monde, y compris les médecins, les chercheurs, tout le monde. Le premier problème, c'est d'avoir branché le cerveau, si je peux dire, sur le mode de l'émotion. Donc, ça veut dire d'avoir pas branché le cerveau ici, hein, mais d'avoir branché là, derrière. D'avoir branché le cerveau sur le mode de l'émotion. Et l'émotion la plus forte qui existe, qui est la peur. La peur. Tous les raisonnements sont biaisés au départ par ça, par la peur. C'est pour ça que je dis le premier élément de la doxa, c'est de dire aux gens, on va tous mourir, on risque tous de mourir. C'est le premier élément. Et ça concerne tout le monde, les médecins aussi, les médecins tout autant. J'ai interviewé des dizaines et des dizaines de médecins. Il y a des gens qui avaient très très peur, qui d'ailleurs qui ne voulaient plus voir aucun malade, qui faisaient de la téléconsultation par ordinateur, ce qui est une plaisanterie. Hein. C'est difficile d'ausculter une personne et d'écouter si elle tousse au téléphone. Hein. Voilà. Donc la peur, c'est le premier élément. Deuxième élément, il ne faut jamais oublier, et quand on fait des sciences sociales, c'est une grande banalité, il ne faut jamais oublier que toute la vie sociale repose sur des mécanismes de conformisme, hein, et de conformisme également, et de ce que Stanley Milgram appelle des mécanismes de soumission à l'autorité. Hein. Donc, quand on dit en plus aux médecins, c'est la science qui dit ça, hein, tu ne vas pas être contre la science. Bon. Donc ça, c'est un argument d'autorité extrêmement fort. Hein, et toutes les formes de persuasion qui soutiennent le discours dominant utilisent beaucoup, essentiellement ça d'ailleurs, des arguments d'autorité. Il y aurait un consensus scientifique. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes fou. Bien. Les chiffres seraient indiscutables.
ce qui est incroyable pour un sociologue comme moi. Quand je fais un cours de méthodologie à l'université, première année de sociologie, mon premier cours, ça consiste à dire non, les chiffres ne parlent pas tout seuls. Ce n'est pas vrai, c'est nous qui les faisons parler. Les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes, jamais. Bon. Donc ce sont tous ces arguments d'autorité qui se sont très très bien et qui descendent ensuite tout au long d'une chaîne hiérarchique, depuis le sommet. En France, donc c'est un pays très centralisé, la France, donc ça commence à Paris et ça descend ensuite dans toutes les régions, avec des agences régionales de santé qui sont le pouvoir de Paris déconcentré localement. Ensuite, il faut ajouter aussi à tout ça et à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas reparler encore des problèmes de corruption et tout ça, mais il faut ajouter aussi la peur des sanctions disciplinaires. En France, il y a un organisme qui s'appelle le Conseil de l'ordre des médecins, qui entame des poursuites et menace de sanctions tous les médecins qui ne répètent pas le discours officiel. J'ai interviewé beaucoup de médecins qui ont subi, pour certains d'entre eux, des sanctions, ou bien qui ont arrêté de parler en public et qui se cachent pour continuer à faire ce qu'ils veulent faire. Par exemple, soigner les gens avec des traitements précoces. Ils sont obligés de se cacher. Et certains d'entre eux ont été sanctionnés. Il y a même des gens qui ont été radiés. Donc, il y a aussi tout un système de sanctions. Donc, il y a à la fois, je dirais, on a une expression en français qui dit, et je ne sais pas comment, si vous avez un équivalent dans votre pays, la carotte et le bâton. Donc, il y a à la fois des choses pour inciter les gens en leur donnant des gratifications s'ils disent des bonnes choses, et de l'autre côté, il y a des systèmes de sanctions pour les punir s'ils ne disent pas les bonnes choses. Bon. Donc, il y a toute une série, vous voyez, de mécanismes qui concernent en même temps tout le monde, mais aussi certaines professions plus que d'autres, bien entendu, qui jouent pour expliquer que la plupart des gens sont conformistes à un moment donné. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qui dure une éternité. Je ne sais pas quel est l'état du débat public dans votre pays. En France, depuis les vacances de Noël, là, depuis un mois et demi, ce consensus apparent qui est fabriqué en fait, ce consensus d'autorité en réalité, commence à se fissurer d'un petit peu partout. Et il commence à y avoir beaucoup de gens, y compris quand ils prennent la parole dans des débats dans les médias, qui commencent à dire qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas, des problèmes, des mensonges, voilà. Et je suis persuadé que dans les mois et les années qui viennent, ça va être beaucoup plus. Je pense aussi qu'il va y avoir des actions en justice, des procès très importants dans les années à venir. Je pense qu'il y aura des personnalités politiques qui seront condamnées, sans doute aussi des hauts responsables qui ont cautionné tout ça. Bref, voilà. Bien, muchas gracias. Sí, quiero recordar ahora que tenemos, por ejemplo, las manifestaciones en Canadá, este convoy de la libertad, que también se va a propagar al parecer en Europa. Hay manifestaciones por todas partes. En Francia han salido muchas veces miles de personas. En Colombia no vemos nada de eso, tristemente. Yo sí quisiera hacer como un hincapié en el punto en el que se expresa el subdesarrollo, precisamente es en el hecho de que acá simplemente acatamos lo que dicen las organizaciones supranacionales y hay muy poco pensamiento crítico en torno a eso. Y es donde más debería haberlo, puesto que estos son los países que más fueron afectados negativamente por las medidas sanitarias. La extrema pobreza en Colombia aumentó terriblemente, la pobreza también, es decir, todas las categorías sociales más desfavorecidas fueron las que llevaron el mayor peso de estos errores en salud pública que se tomaron, mientras que los más ricos del planeta se enriquecieron mucho más y que no son solo las farmacéuticas. Son los accionistas de esas farmacéuticas que son accionistas en otras empresas, por ejemplo, las de los medios de comunicación. Y eso porque ellos también, esas Big Tech, esas Facebook, Google, etcétera, se enriquecieron también muchísimo
gracias a todas estas medidas que nos empobrecieron a nosotros y sin embargo somos nosotros los que menos hacemos crítica. Eso es muy lamentable. Bien, démosle paso ya para terminar a las otras preguntas. Ana, ¿me ayudas? Profe ¿Quién va en Jean-Paul. orden? Sí, profe, tenemos una pregunta en el chat de Carmen, va el profesor Bernardo y nos acaba de levantar la mano la señorita Adriana. Entonces voy con la pregunta de Carmen. Nos dice, muy buenos días. Actualmente se habla mucho de la próxima pandemia. Muchos más se verá, muy buenos días. Actualmente se habla mucho de la próxima pandemia, mucho más severa que la del COVID y es la relacionada con la resistencia antimicrobiana. ¿Qué concepto le amerita eso y qué considera que los 5 factores anteriores también estarán en esta o habrá algún otro? Ce que je peux répondre, bien sûr qu'il y aura d'autres pandémies, parce qu'il y en avait déjà eu beaucoup avant, en réalité. Mais il y en aura d'autant plus qu'une partie des causes de ces pandémies n'ont rien de naturel. Hein. C'est une autre chose qui est très importante, je crois, une des leçons qu'il faut qu'on tire de cette épidémie de Covid. Vous savez qu'au départ, l'OMS, les gouvernements, les médias, etc., ont voulu faire croire que tout ça, c'était l'origine de tout ça, c'était ce qu'on appelle une zoonose, hein, c'est-à-dire une transmission d'un virus par un animal vers l'humain. Une histoire de chauve-souris et de pangolin. Hein, voilà. Vous savez, et toutes les autres hypothèses étaient considérées bien sûr comme complotistes. Bon. La réalité aujourd'hui, presque certaine, hein, même s'il y a des données qui sont toujours cachées, hein, en Chine évidemment, mais la réalité c'est qu'en réalité il s'agit très probablement d'un accident de laboratoire. Un accident dans un laboratoire où on fait des expériences génétiques, sans doute d'ailleurs pour trouver des vaccins, entre autres choses. Hein, voilà. Mais c'est dans les laboratoires de Wuhan, hein. Et ces laboratoires, mettent en œuvre des programmes de recherche qui posent beaucoup de problèmes d'un point de vue éthique, hein, qui ont d'ailleurs été interdits dans plusieurs pays et par plusieurs protocoles internationaux, mais qui continuent et que, à beaucoup d'égards, on fait en Chine parce qu'il est plus facile de les faire ici, hein, et parce qu'on échappe justement à un certain contrôle, hein, et qui ne sont pas faits seulement par les Chinois, hein, mais qui sont massivement financés par les États-Unis également. Hein. Les recherches virologiques du laboratoire de Wuhan sont financées également par les États-Unis. Et ce sont des chercheurs américains, comme M. Peter Daszak, qui sont des gens corrompus, hein, qui ont cherché à empêcher qu'on puisse connaître la vérité sur cet accident industriel au fond. Donc ça, c'est une chose importante. Hein. Voilà, bien sûr que si nous continuons à jouer, entre guillemets, hein, à faire des manipulations génétiques de ce type-là, on risque bien d'avoir d'autres accidents de ce type-là. Ce n'est pas le premier. Il y a eu beaucoup d'autres accidents de type virologique dans les années passées, mais qui ont eu des conséquences moins graves. Ça, c'est une première chose importante qu'il faudrait dire dans ce débat si on veut anticiper. Et puis, il y a une deuxième chose extrêmement importante, qui est que tout ça est lié aussi, en réalité, à la façon dont nous maltraitons, en réalité, la nature, les animaux et les humains. Il y aura d'autant plus de zoonoses, évidemment, que par ailleurs, nous continuons à dévaster les écosystèmes naturels, à déforester toutes les grandes forêts du monde. Vous êtes très concernés en Amérique du Sud, hein, avec l'Amazonie, bien entendu. Il y aura d'autant plus de zoonoses qu'on continue à faire des élevages industriels d'animaux, hein, des élevages
qui sont de type concentrationnaire dans certains cas. Et puis par ailleurs, les épidémies feront d'autant plus de dégâts sur les humains que ces humains seront déjà en mauvaise santé. Et s'ils sont en mauvaise santé, c'est également à cause de nos activités industrielles. C'est à cause de la pollution de l'air que nous respirons, qui est une cause majeure de maladies. C'est à cause de la nourriture industrielle que nous mangeons et qui a créé ces 20 dernières années un problème majeur de l'humanité qui est l'obésité. Et vous le savez, l'obésité est un des risques majeurs associés à la mortalité Covid. Donc c'est tout ça, en fait, qu'il faudrait prendre en compte si on veut vraiment réfléchir à ce qui va arriver. Le problème n'est pas simplement une zoonose, un virus, un vaccin. Ça, c'est le résumé de l'histoire que font M. Gates ou M. Pfizer pour pouvoir vendre leur vaccin à la fin, bien sûr. Mais la réalité est beaucoup plus compliquée. La réalité est beaucoup plus compliquée. Bien, gracias. Vamos con la última pregunta. Ana, ¿quién estaba ahí en fila? Moi, j'aurais une El question à profesor la fin Bernardo. aussi. Creo que soy yo, no sé si me oyen. Primero el profesor Bernardo y luego la profesora Adriana. Bien, adelante, Bernardo. Gracias. Complementando la pregunta de Carmen con la respuesta del profesor Miquelide, llegaríamos a pensar que la proliferación del miedo, del dominio, de la sumisión, está por debajo de todos los nuevos pronósticos de las pospandemias y triple pandemias que van a seguirnos azotando. Y además, pronósticos que están basados en una fantasía, y es que la vida no está asociada a la enfermedad, a la muerte. Desde que nacimos como seres vivos hace 200 millones de años, el crecer, nacer, reproducirse y morir es un fundamento de la biología en los seres vivos, vegetales, animales, incluidos nosotros. Entonces, este miedo, sobre todo expandido por redes sociales, tiene un propósito político que la profesora Adriana nos puso encima de la mesa con el principio de resetear a una humanidad que no se puede gobernar. Reseteo que va detrás de la añoranza por el gran hermano, por el Mesías, volver al Mesías que nos salve, el que todo lo sabe, el omnisciente, el omnipotente, y seguir apabullando la condición humana como miserable, incapaz de ser ella, incapaz de gobernarse. Conviene seguir trabajando estos pequeños Frankenstein que se han desatado, que han salido de sus tumbas gracias a este fenómeno del hecho COVID. Gracias. Bien, por limitación de tiempo, entonces tomamos, porque ya nos quedan 5 minutos nada más, tomamos la palabra de Adriana y ya pues las últimas palabras del invitado para ir cerrando. Gracias. Adelante, Adriana. Muchas gracias. Es muy cortito, solo quería comentarles que estuve haciendo una investigación sobre los medios de prensa y hay una cifra de más o menos 6 billones de dólares que son los que invierte Bill Gates a través de distintas fundaciones y mecanismos que tiene para financiar no solamente los medios de prensa hegemónicos, sino también las escuelas de periodismo, las asociaciones de periodismo y todo tipo de asociación gremial que implique comunicación y medios de prensa. Por otro lado, lo mismo es verdad con relación a las agencias verificadoras de noticias, las famosas fact-checkers.
que están financiadas en gran cantidad por la Open Society Foundation, que como todos sabemos, es dirigida por George Soros. Entonces quería solamente apuntar estas dos cositas para complementar el panorama. Muchas gracias. Bien, gracias. Pues yo ahí también quisiera aclarar, yo no me presenté, bueno, mi nombre estará por ahí escrito, pero también quisiera aclarar que si yo estoy haciendo esto es porque desde hace más de 1 año y medio me consagré completamente, me dediqué completamente a esta investigación. Pues aparte, obviamente, mis clases, etcétera, toda mi capacidad investigativa se la dedico a esto. Y pues bueno, me comparo con Messi Micheli, pero pues obviamente él tiene mucha más producción al respecto, lo ha hecho de manera mucho más sistemática, pero es por eso que estamos acá, porque no es simplemente que estamos recibiendo correos por nuestras redes, correos conspiranoicos, como se dice, correos conspiracionistas, sino porque venimos investigando esto seriamente y desde las ciencias sociales. Entonces, aclarar eso, pues yo también tengo una publicación al respecto y estoy preparando otras más. Y una de las cosas que he averiguado también en sintonía con lo que dice Adriana es que no es solo esta organización de Soros, sino otra que está fundando otra vez, tenemos que decirlo, Bill Gates, que es Trusted News Initiative. Ellos están fundando esto en los últimos años y también quieren hacer lo mismo que hace Soros por su lado, es decir, autodeclararse como los revisadores universales para ellos determinar qué es verdad y qué no es verdad. Eso es muy importante porque quienes nos están oyendo, muchos probablemente son jóvenes que suelen mirar en su celular, en su computador rápidamente cuando ven algo que les dicen, por ejemplo, pueden buscar el nombre Laurent Micheli, pueden buscar otros nombres como los científicos que yo cité, y lo primero que encuentran son estas entradas de los fact-checkers, de estos verificadores de la verdad, que inmediatamente orientan la opinión del público en un sentido o en otro. Entonces, diabolizan a quienes hacemos crítica, es decir, quienes hacemos ciencia, porque no hay ciencia sin crítica, presentan todo, distorsionan todo lo que estamos diciendo para que la persona que consulta la información se convenza que es alguien que, bueno, se volvió un poquito loco, que está diciendo mentiras, etcétera, etcétera. Entonces, es así como se toman la opinión pública y convencen a los familiares, a los mismos médicos que no hacen investigación en absoluto y mucho menos sobre COVID-19 o sobre la epidemiología de este tema, y que se basan es en lo que les dice Internet de primeras. Google principalmente, y Google es una empresa también comprada, también que actúa por intereses de quien le paga y que además, entre otras cosas, ha sido, como Pfizer, multada en múltiples ocasiones solo por hablar del gobierno de los Estados Unidos por millares de dólares por difundir información falsa, por incurrir en prácticas ilegales. Entonces son esas las fuentes de la verdad para el público en general y especialmente para los jóvenes, quisiera decir eso. Bueno, con esto entonces tengo que terminar. No quiero abusar del intérprete, del invitado, por supuesto, ni de los oyentes. Entonces, una vez más, les agradezco muchísimo por haber estado acá, por aceptar esta invitación y esperamos seguir en contacto. Esperamos que con esto hayamos contribuido un poco al espíritu de pensamiento crítico que es fundamental para la academia, para los estudiantes, para la universidad, para la democracia y para la ciencia. Entonces, muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad, espero. Ben, je vous remercie moi aussi beaucoup pour cette invitation. Et bien sûr, je pense que
il faut absolument prolonger tout ça par des lectures. Hein. Ça, c'est tout à fait essentiel. Et si vous avez des idées, d'ailleurs, moi, j'aimerais beaucoup aussi pouvoir donner un article ou traduire mon livre en espagnol. Mon but n'est pas de gagner de l'argent, hein, évidemment, mais c'est de faire diffuser la pensée critique et communiquer entre universitaires sur tout ce qui vient de se passer. Muchas gracias, entonces. Bueno, hasta pronto. A bientôt, Monsieur Micheli.